Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la correction des questions de compréhension globale portant sur le texte La mort d'Agrippine. Alors vous n'aviez pas besoin de traduire intégralement le texte pour répondre, vous allez voir qu'un certain nombre d'indices pouvaient vous guider sans aller jusqu'à la traduction complète. Néanmoins, je vous propose aujourd'hui la traduction de chacune de ces phrases. Je vous rappelle que l'idéal est de traduire les couleurs, de se laisser guider par les couleurs en suivant l'ordre vert, rouge, bleu, sujet, verbe, complément. Il y a parfois quelques exceptions, mais dans l'ensemble, cela vous permet de retrouver quand même assez facilement l'ordre des mots. Première phrase. Cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una magis ac magis anxia Agrippina. Modicum lumen, une faible lumière, inerat cubiculo, se trouvait dans la chambre, et ancillarum una, ainsi qu'une servante, magis ac magis anxia Agrippina, et Agrippine, de plus en plus anxieuse. Cette première phrase nous permet de répondre à la question 2. Quel personnage présent dans le texte de Tacite n'est pas représenté sur la gravure? Il s'agit de la servante d'Agrippine. Vous aviez ici ancillarum, qui était donné dans le vocabulaire, ancilla, ae féminin, la servante. Le nom de cette servante n'est pas mentionné dans le texte. On peut imaginer qu'il s'agit d'Acheronia, mais on n'en a pas la certitude. Respicit anicetum, trierarcho Herculeio et obarito centurione classiario comitatum. Respicit anicetum, elle voit anicetus, comitatum accompagné, trierarcho Herculeio, par le triérarque Herculeius, et obarito et obaritus, centurione classiario, centurion de la flotte. Cette deuxième phrase nous permet de donner un nom à chacun des 3 soldats qui se trouvent sur la gravure. Le premier s'appelle Anicetus, alors on ne sait pas s'ils sont représentés dans l'ordre, peu importe. L'un, en tout cas, s'appelle Anicetus. Le deuxième est un triérarque, il s'appelle Herculeius. Et le dernier, Obaritus, est un centurion de la flotte. Ac si facinus patraturus es, inquit, nihil de filio credo, non imperatum est parricidium. Dans ces guillemets, c'est Agrippine qui s'adresse à celui des soldats qui s'approchent d'elle le premier. Voilà ce qu'elle lui dit. Ac, et si es patraturus, si tu es sur le point de commettre facinus, un crime, inquit, dit-elle, nihil credo, je ne crois en rien, des filio, que ce soit sur ordre de mon fils. Non imperatum est parricidium, donc parricidium, un parricide, non imperatum est, n'a pas été commandé. Cette phrase nous permet de répondre à la question 3. En effet, ici Agrippine ne peut pas imaginer que Néron cherche à la faire assassiner, car il s'agirait d'un parricide qui est considéré chez les Romains comme le plus odieux de tous les crimes. Et Agrippine n'en pense pas son fils capable. Phrase suivante. Circumsistunt lectum percussores et prior trierarchus fusti caputeius adflixit. Percussores, les assassins. Circumsistunt, entoure lectum, son lit. Et trierarchus, et le triérarque, c'est-à-dire, on imagine, Herculeius. Prior, en premier. Adflixit, caputeius, frappa la tête d'Agrippine, c'est-à-dire la tête de celle-ci, frappa sa tête, fusti, à l'aide d'un bâton. Si on revient à la gravure, on peut imaginer que l'homme qui est armé d'un bâton, le dernier, est peut-être Herculeius. Mais surtout, cette phrase nous permet de voir qu'Agrippine est d'abord blessée caput à la tête. Rappelez-vous l'étymologie du verbe décapiter, qui veut dire couper la tête, par exemple. Et donc, il frappa la tête d'Agrippine, fusti, à l'aide d'un bâton. Vous aviez dans le vocabulaire,
voilà la note 13, fustis is masculin, le bâton. Dernière phrase, iam in mortem centurioni ferum destringenti protendens uterum, ventrem feri, exclamavit, multisque vulneribus confecta est. C'est toujours Agrippine qui est sujet dans cette phrase et elle est désignée ici par un participe présent protendens. Donc c'est Agrippine qui fait cette action, ce qui veut dire tendre vers. Donc protendens uterum, tendant son utérus en fait, donc son ventre. Et on reconnaît bien ici l'origine du mot utérus, qui n'est pas anodin pour la réponse à la question 6. Donc protendens uterum, tendant son utérus. Centurioni, vers le centurion, destringenti, qui était en train de tirer ferum, son épée, de son fourreau, in mortem, pour la tuer. Le iam, il faudrait dire peut-être tendant son utérus vers le centurion qui déjà dégainait son épée pour la tuer. Exclamavit, s'exclama, ventrem feri, frappe mon ventre. Multisque vulneribus confecta est, donc que confecta est, et elle fut frappée, accablée, multis vulneribus, de nombreuses blessures. Alors là, je dois dire que vos propositions de réponse m'ont un petit peu amusée. Vous avez bien identifié que c'était au ventre qu'Agrippine demandait ensuite à être frappée. Toutefois, la raison pour laquelle elle faisait cette demande vous a la plupart du temps échappé. J'ai quand même trouvé quelques bonnes réponses. Certains ont pensé que c'était pour mourir plus vite, alors je ne vois pas trop en quoi frapper au ventre serait plus rapide que par exemple de frapper au cœur, qui serait à mon avis beaucoup plus efficace, et encore moins pour abréger ses blessures. Je ne suis pas sûre qu'être frappé de nombreux coups de couteau dans le ventre soit la mort la plus agréable. Je pense plutôt, comme certains de vos camarades l'ont tout de même trouvé, qu'il s'agit en quelque sorte de punir Néron par l'endroit d'où il est né, d'où il est sorti. Rappelons que Néron est son fils et qu'à ce titre, il s'est développé dans son ventre. Et donc, le fait de frapper au ventre est une manière de toucher une dernière fois Néron dans ses entrailles. Voilà. J'espère que vous avez eu tous les éléments nécessaires pour reporter la correction dans votre cahier. Et je vous dis à bientôt.